Alors bonjour à tous, donc on fait une table ronde sur enseignement et formation à la SMF. Donc moi je suis Fabrice Vandebroek, je suis à l'université Paris-Cité, je suis dans l'équipe de didactique des mathématiques. On va avoir deux intervenantes, Louise Nyssen à votre droite qui est maître de conf à l'université de Montpellier, qui est directrice adjointe de l'INSPE et co-directrice de l'IRES. Qui est coordonnatrice de la commission en enseignement du collège des sociétés savantes. On y reviendra. Elle a été vice-présidente de la SMF pour l'enseignement entre 2017 et 2020. Et elle est toujours secrétaire de la CFEM depuis 2017. Non, elle est plus. C'est fini. C'est fini, voilà. Et à votre gauche, notre deuxième conférencière, Mélanie Guéné, qui est à l'université Paris-Saclay et qui est l'actuelle vice-présidente de la SMF pour l'enseignement. Jusqu'à demain. Jusqu'à demain. Et elle reparlera du collectif Maths et Sciences. Alors, juste quelques mots pour dire que la SMF et l'enseignement, c'est pas nouveau, hein, puisque dès 1921, j'ai cherché un peu et j'ai retrouvé que la SMF s'intéressait à l'enseignement avec des résolutions déjà relatives à des projets de réforme de l'enseignement secondaire. Ensuite, j'ai fait une translation jusqu'à la SCF-CIEM en 1975, la sous-commission française de la CIEM pour l'enseignement, donc, et qui était là encore à l'initiative de la présidente de la SMF à cette époque-là. On retrouve des traces, hein, si vous voulez aller voir des détails dans la Gazette des mathématiciens en octobre 1975, et c'était constitué de la PMEP, la SMF, du CNFM, en fait je ne sais plus ce que c'est, du directoire des IREM, et puis Jacqueline Ferrand à titre personnel, on ne sait pas pourquoi, mais voilà, et Jean Giraud, le premier président, et en fait c'était l'ancêtre de la CFEM, la Commission française de l'enseignement des maths, qui elle, a pris cette nomination en 1994. Voilà, ensuite j'ai été trop loin, j'ai fait un autre flash au moment de la commission Kahn, là ça commence à rappeler des souvenirs à beaucoup, dont moi, justement. Donc Kahn, il a été président de la SMF en 72-73, et puis après président de l'ICMI, et président du comité scientifique des IREM aussi. Donc là, on est dans un contexte en 2000 où c'est Claude Allègre qui est le ministre de l'Éducation, qui a des déclarations assez péremptoires sur les mathématiques et l'enseignement, et la CREM, donc, qui est le nom officiel de la commission Kahn, a été créée le 17 avril 1999, et jusqu'en 2002. Elle est là encore à l'initiative, alors pas que de la SMF, mais des profs par la PMEP, etc. Et elle est concrétisée par Michel Brouet, qui est membre du CSP à cette époque-là, au début de façon quasi clandestine, selon un article que j'ai retrouvé dans Publimat. J'ai mis la ref, si vous voulez. Alors un peu plus loin, encore plus récemment, est-ce que je suis trop loin? Je me suis arrêté voilà. Je me suis arrêté dans la période 2004-2008 parce que là, on est dans le contexte de la mise en place du LMD, et donc c'est à l'initiative de Jean-Pierre Borel, cette fois, qui est responsable de la commission enseignement. Et il y a des travaux avec des informaticiens et des physiciens pour créer ce qui s'est appelé le socle commun pour la licence de mathématiques, puisque avec ce contexte de LMD, les licences, il n'y avait plus de cadrage national et les licences étaient un peu, ça devenait éclaté. Et j'ai été en 2013 où il y a au congrès de la SMF de 2013 une table ronde aussi sur la formation des enseignants, avec déjà à la tribune Louise Nyssen, et donc sous l'égide de Jean-Pierre Borel, qui était cette fois vice-président de la SMF pour l'enseignement, et Aviva Spirglas, qui avait été sa prédécesseur à la vice-présidence pour l'enseignement.
Voilà, et là on était dans un contexte où la formation des enseignants était en chantier avec la création des SP qui remplaçaient les IUFM. En 2019, les SP sont remplacés par les INSP, et vous savez qu'on est en 2023 à l'aube d'une nouvelle réforme, donc c'est pour ça que j'ai choisi de faire ce zoom. Et là, je vais faire la transition avec Louise. On est en 2016-2018, le groupe interdisciplinaire scientifique, avec toutes ces composantes-là, où là, on a différentes disciplines et différents niveaux d'enseignement avec une approche interdisciplinaire. Et le projet du groupe, c'est notamment, et Louise va y revenir, de créer un programme de mathématiques pour les futurs scientifiques qui est décliné sur les 3 années du lycée avec 4 piliers que j'ai mis ici. Donc je passe la parole à Louise. Ça marche. Ok, ça marche. Je vais enlever ça, sinon je vais m'embrouiller entre les deux. Non, regarde, tu peux regarder là. Oui, c'est fait pour. Voilà, donc j'avais préparé une première diapo pour rappeler la période où j'ai été à la SMF, donc pendant 6 ans. J'ai d'abord été membre du CA pendant 2 ans simplement, et c'était l'époque où Aviva était encore responsable de la commission enseignement et vice-présidente enseignement. Ensuite, j'ai fait mon entrée au bureau comme secrétaire, et puis les dernières années, le mandat d'Aviva a été arrivé à terme, et donc je l'ai remplacé pendant les 3 dernières années. Oui, j'ai fait une erreur, j'ai inversé Aviva et Borel, j'ai dit que c'était Borel avant Aviva. Voilà, donc là on a une diapo sur le GIS qui était un acteur très important. Enfin, Fabrice en a parlé, je me permets d'en reparler parce que ça a été un acteur très très important pendant toute cette période. Comme on l'a dit, il y avait beaucoup d'associations et sociétés savantes qui étaient impliquées dedans. Il y avait des gens de niveau, qui s'intéressaient à l'enseignement au niveau scolaire et des gens qui s'intéressaient à l'enseignement au niveau supérieur. Et donc c'était un bon endroit pour faire des choses sur quelle doit être la formation en lycée. Avec un point de vue très interdisciplinaire. Et donc on avait écrit, il s'était concentré sur 2 textes. Il y en a un qui était la formation, quel doit être le bagage scientifique pour tous, et l'autre, quel doit être le bagage mathématique des futurs scientifiques. Et ça va se retrouver quand on va parler de la réforme du bac. Alors, je voulais vous présenter quelques dossiers. Excusez-moi, je ne suis pas bien comme ça, je vais me lever. Quelques dossiers sur lesquels j'ai travaillé. Donc, le premier, c'était l'entrée dans le supérieur et la mise en place de Parcoursup. Donc, Parcoursup, ça a démarré en 2018. Et les actions que vous voyez là, c'était des actions plutôt pour structurer la communauté, pour échanger des idées, des pratiques. Donc, on avait écrit un texte sur les prérequis. On se demandait un peu qu'est-ce qu'il fallait avoir comme bagage pour entrer en licence de maths ou en licence de sciences. Et on avait fait aussi des enquêtes sur la mise en place des parcours de remédiation dans les licences pour les étudiants qui étaient admis avec l'étiquette WICI. Donc on avait fait une enquête au début où on avait demandé, donc c'était tous les collègues qu'on pouvait contacter qui étaient dans les licences de maths, quels étaient les projets en amont. Et puis un an après, on a refait l'enquête pour savoir ce qu'ils avaient fait après. On avait pu un peu comparer. Bon, tout ça, c'était utile pour se parler entre nous, disons. Faut que tu vises. Tu vises l'ordi. Voilà. Ensuite, le deuxième dossier sur lequel on a travaillé, qui est là très gros, c'était la mission mathématique et la préparation tout le dossier qui concerne le baccalauréat. Donc je l'ai coupé en 3 temps. Il y avait la mission mathématique de Villani-Torossian, ensuite il y a eu le rapport de Pierre Mathillot, et à la fin il y a eu le projet de Blanquer. Donc cette diapo-là, c'est ce qui s'est passé en amont. Donc en amont, on a eu un vrai rôle de consultation. Alors je vais dire on tout le temps, parce que c'est pratique, c'est assez vague. Et je détaillerai qui est on dans la deuxième partie de la table ronde. Mais en gros, c'est rarement la SMF toute seule. C'est la SMF avec d'autres associations, sociétés savantes. Donc on a été invité aux auditions de la commission Villani-Torossian, soit parfois pour représenter la SMF, soit des gens de la SMF invités à des tables rondes. Et là, si vous voulez, on a eu un petit effet, je pense, parce que la commission n'avait pas l'air de spécialement s'intéresser à la formation continue. À force de voir des gens qui défilaient, qui disaient il faut former les enseignants en formation continue, ça avait attiré leur attention dessus. De la même façon, on avait été auditionné par la commission Mathillot, qui préparait son rapport pour la réforme du bac.
Et là aussi, il avait défilé tout un tas de gens qui lui ont dit qu'il faut laisser des maths dans le tronc commun. Au début, il n'avait pas prévu. Et en fait, j'ai été revoir le rapport Mathéo pour m'en convaincre, mais il avait prévu des maths dans le tronc commun à la fin. Donc on avait réussi à le faire changer d'avis. Bon, malheureusement, au moment de la réforme Blanquer, ça s'est un peu écroulé. Il y a un autre dossier aussi sur lequel on a été consulté et où on a pu avoir un petit effet. C'était quand il a été prévu qu'il n'y aurait que 2 heures de sciences dans le tronc commun, c'était au début présenté comme des humanités scientifiques. Donc en cours, on allait parler de sciences, mais pas forcément faire des sciences. Et là encore, on a réussi à faire bloc pour obtenir que ça se transforme en enseignement scientifique. Donc ça ne s'est pas transformé en 2 heures de sciences plus 3 heures de maths, mais ça aurait pu être rien du tout non plus. Voilà. Et en parallèle, le GIS dont on a parlé à l'instant avait été auditionné par le CSP justement sur le programme des enseignements scientifiques. Et c'était tout à fait pertinent puisqu'on avait eu toute cette réflexion pluridisciplinaire, interdisciplinaire même. Et donc on était arrivé avec des fiches proposant des modèles d'activité qui pouvaient être vus par le prisme de toutes les sciences. Là encore, malheureusement, on ne sait pas trop. Enfin, on a retrouvé des traces de nos idées dans les programmes définitifs, mais c'est difficile de mesurer l'impact à ce niveau-là. Donc ça, c'était un peu avant. Et ça, c'était une fois la réforme mise en place, le programme Blanquer affiché, bien, on est devenu plutôt lanceur d'alerte. Alors, on insistait toujours beaucoup sur le fait qu'on était force de proposition. Mais là, vous voyez, on est passé d'un mode où on était en train de structurer la communauté à un mode où on discute avec le gouvernement. Et donc, à cette époque-là, on a écrit beaucoup de textes pour alerter sur des points qui nous paraissaient sensibles, donc à la fois sur le tronc commun, sur l'enseignement des spécialités, sur les options. Et je signale en particulier donc, le manifeste pour les mathématiques dans le socle commun au lycée qu'on avait réussi à écrire en une semaine et à faire signer par 17 sociétés savantes. Donc c'était quand même quelque chose qui montrait qu'on était très unis, qu'il y avait des choses qui étaient importantes vraiment pour tout le monde. Mais en fait, c'est une période où on a assisté à une espèce de schisme, c'est-à-dire que le ministère à ce moment-là ne répondait plus, nous a dit non mais vous n'avez pas compris, cette réforme est géniale pour les maths. Donc on était assez embêtés. L'audition du 20 janvier 2020 en était un bon exemple de cette incompréhension. Donc on est allé le 2 janvier quand même, avec la DIREM, la CFEM et la SMF, discuter avec un gars au ministère en essayant de lui expliquer que faire des maths très bien pour un tout petit nombre de gens, c'était pas génial. Et bon, il nous a dit si, c'est génial. C'était pour réclamer la deuxième spécialité. Oui, on essayait de réclamer quelque chose d'intermédiaire entre les gens qui feraient que le tronc commun et ceux qui feraient l'aspect maths, et donc ça n'a rien donné. On a eu aussi quelques interventions dans les médias à cette époque-là, mais c'était pas, ça n'a rien à voir avec ce que Mélanie vous racontera ensuite. Vise l'ordi. Pardon ? Il faut viser l'ordi. Comment ? Ah, du coup, j'en ai visé 2 d'un coup. Ouais, t'as sauté. Ouais. Là, voilà, donc ça c'était le gros dossier sur le bac. Évidemment, tout ça va avoir une suite avec Mélanie. Et ensuite, un autre gros dossier sur lequel on a travaillé, c'était les concours de recrutement d'enseignants. Alors, il faut bien distinguer l'agrégation et le CAPES, parce qu'il y a vraiment 2 salles, 2 ambiances. Donc avec l'agrégation, il y a une action récurrente qui est très bien, donc qui est vraiment tournée vers la communauté. Celle-là, c'est la réunion du directeur du jury de l'agrégation avec les gens les responsables de préparation agrégation. Et cette réunion a été traditionnellement organisée par la SMF et la SMAI. Ensuite, on rédigeait un compte-rendu qu'on postait sur le site de nos sociétés savantes. Et ça permettait d'informer tout le monde, de créer un lien de confiance avec le jury. Le jury pouvait nous donner ses points d'attention et ses intentions. Enfin, c'était quelque chose de très, je pense, très bénéfique. Et puis par ailleurs, on a aussi des lauréats de l'agrégation qui ont des difficultés à obtenir leur report de stage. Donc, par exemple, s'ils veulent finir leur thèse, ou s'ils ont une offre en postdoc, ils sont obligés de choisir entre ça et le bénéfice de l'agrégation. Donc la SMF avait commencé à intervenir en leur faveur pour leur obtenir un report de stage, et ça a marché certaines fois, pas d'autres. Je ne sais pas où en est le taux de succès de cette opération. Ça marche plutôt bien, ça marche encore maintenant d'ailleurs. Voilà, ça c'est quelque chose de très concret et très bien pour les gens qui en bénéficient, je pense. Voilà, alors côté CAPES, il y a aussi quelques réunions organisées par le directeur du jury du CAPES, mais depuis, il doit y avoir trop de réformes parce qu'ils ont arrêté. Oui. Mais donc, à cette époque, il y avait ces réunions et ça a été l'occasion de faire une action qui était très utile aussi, c'était de créer la liste des BAMEF
Donc, parce que pendant les réunions, on parlait du concours, et venaient à ces réunions beaucoup de gens qui étaient préparateurs et qui voulaient parler formation. Donc un jour, je leur ai dit, bah, écoutez, envoyez-moi tous votre adresse, on fait une liste de diffusion, on discute, et donc c'est la liste des BAMEF que certains d'entre vous connaissent peut-être, et qui, bon, je reviens dessus à la diapo d'après, de toute façon. Et donc toujours sur la réforme de la formation des enseignants, là, je voulais vous parler plus spécifiquement de celle qui a eu lieu à cette époque-là, parce que maintenant, il y en a une qui envoie le concours du M2 en L3, mais à l'époque, c'était une réforme qui envoyait le concours du M1 au M2. Alors il était en M1, on se demandait s'il fallait le changer de place. Il y a eu un rapport de la Cour des comptes pour dire qu'il fallait le mettre en L3, et la SMF avait écrit un texte en disant attention, si vous le mettez en L3, il y a tel et tel point d'attention. Donc on était toujours dans la même logique de ne pas forcément dire non, c'est impossible, mais de dire attention à ce qu'il faut surveiller si vous faites ça. Donc avec Stéphane Seret, on avait été reçu par Thierry Coulon à l'Élysée. Et donc après ça, bizarrement, c'était pas du tout le but qu'on visait, mais juste après, Blanquer a dit de façon un peu... Il a déconcerté tout le monde en disant qu'il allait mettre le concours en M2, et ça, je pense que c'était la pire idée possible. Si j'avais su, j'aurais aussi écrit un texte sur pourquoi il ne fallait pas mettre le concours en M2. Je n'avais vraiment pas imaginé ça. Voilà. À la même époque, il y a eu la création des postes d'AED en pré-professionnalisation. Donc là aussi, on a écrit un texte pour alerter sur quelles étaient les conditions de mise en œuvre de ces contrats pour que ça aide les étudiants et pas que ça les coupe en plein milieu de leurs études. J'ai bientôt fini, t'inquiète pas. Et donc là, on a plutôt agité l'inspection générale sur ce point. Alors là, mise en œuvre très différente suivant les académies. Et c'était aussi l'époque où il y avait une option informatique au CAPES de maths. Donc avec la CIF, on avait fait des enquêtes pour savoir où il y en avait. Pour essayer, là aussi, c'était plutôt une action pour structurer la communauté. Et enfin, tous ces événements étaient ponctués par les actions qu'on a pu mener grâce à la liste des BAMEF, à savoir qu'on échangeait beaucoup d'informations, de bonnes pratiques, etc. Et à l'époque, j'organisais une fois par an une réunion. Et c'était bienvenu parce que ça nous permettait d'échanger en direct. Enfin, tout le monde était assez agité, assez inquiet, donc c'était vraiment bien de pouvoir se réunir. Et à chaque fois, on a publié un compte-rendu qui faisait un peu synthèse sur tout ça. Voilà, donc ensuite elle s'est un peu endormie et maintenant elle est en train de se réveiller parce que la réforme... Et pour cause. Alors moi je prends la suite. Donc j'arrive en 2020 à la suite de Louise qui m'avait fait intégrer la commission enseignement l'année d'avant. Donc je venais de rentrer, j'étais rentrée au CA juste l'année d'avant en fait. Et j'arrive en plein Covid. Donc c'est difficile de démarrer en plein Covid quand on ne connaît personne, mais ça nous a donné l'occasion de réfléchir à notre rôle, en fait. C'est-à-dire qu'il y a ce que Louise a expliqué très bien, c'est toute cette structuration autour de la communauté qui marche beaucoup en interne, en fait. En interne, à l'intérieur du monde académique et du monde éducatif, communique avec les politiques, mais assez peu finalement avec l'extérieur. Et là, il y a, au cours de la crise du Covid, il y a cette annonce du mois de novembre de Macron qui annonce que les étudiants vont être confinés, mais pas les étudiants de prépa. Ça nous fait réagir. Il y a une grande discussion de savoir si on publie ou pas. Et en fait, il se trouve qu'on arrive à publier ce communiqué qui dénonce l'inégalité de traitement entre les étudiants dans la semaine ou les 10 jours. Il y avait eu un communiqué de la CPU dans les 2 jours qui avaient suivi l'annonce, et nous, on avait publié une semaine après. Et du coup, ça nous a obligés à réfléchir, à savoir quel était notre rôle dans la société. Et donc, on décide, unanimement dans le bureau, que oui, on s'autorise à réagir à l'actualité, et dans ce cas-là, on se donne les moyens de réagir vite. Et donc, ce que disait Louise, il y avait eu des textes qui avaient été rédigés en une semaine, on dit une semaine, c'est trop long. Et donc, on va fixer... voilà, on dit on va agir en tant qu'acteur, on va se donner les moyens de communiquer avec les médias, c'est du temps court, donc c'est 24 heures, 48 heures max, si on ne veut pas être hors sujet dans les médias. Et du coup, ça nous oblige à redéfinir une politique de publication, c'est-à-dire dire, finalement, si on veut parler aux médias, il faut réagir vite, et il faut réagir de façon pertinente en tant que scientifique, c'est-à-dire qu'il faut savoir à qui on s'adresse, savoir quel message on veut faire passer et pas donner notre opinion. C'est-à-dire des trucs d'opinion, en fait, il y en a partout. Et donc, si on veut se démarquer, il faut absolument qu'on puisse sourcer nos affirmations. Et donc, c'est un petit peu ça que nous apprend cette crise du Covid, et puis se communiquer sur le mal-être étudiant
potentiel, qui est avéré finalement, qui résultait de notre communiqué. Et du coup, ça va nous préparer pour la suite. Donc la suite, je reprends tous les dossiers de Louise, évidemment, qui étaient en plan, toutes ces réformes qui sont mises en place contre l'avis de la communauté. Donc la réforme du lycée, la réforme du bac, la réforme de l'enseignement. Bien sûr, on continue ces réunions avec l'agrégation. Alors le CAPES, effectivement, s'est arrêté, mais voilà, il y a eu quelques petits couacs avec le CAPES, il m'en veut, ça. Mais voilà. Et donc, il se trouve que on réagit sur la réforme du lycée en janvier 2022 pour documenter en fait un effet de rupture dans l'inégalité d'accès aux maths à partir de la première, particulièrement fort pour les filles, et donc qui suit une période d'amélioration en fait, de la parité filles-garçons dans les classes scientifiques. Et en fait, il y a un alignement des planètes à ce moment-là. On est en pré-campagne électorale, il y a une campagne de communication prévue par le ministère de l'Éducation nationale. On publie par hasard à ce moment-là, enfin, en fait, on ne publie pas. Le papier passe par le bureau, puis à Bourguignon, parce qu'il y avait une réunion juste après le bureau que Fabien, l'ancien président, passe à Bourguignon, qui passait sur France Inter le lendemain matin. Et le journaliste fait passer une question d'auditeur sur l'absence de maths dès la première, alors qu'il parlait de Grothendieck. Voilà, donc en fait, il y a un alignement des planètes, c'est-à-dire qu'il y a un concours de circonstances qui fait que ce papier peut être transmis via les médias à une heure de grande audience, en pleine pré-campagne électorale. Voilà. Et donc, en fait, ça fait exploser les médias. Ça fait exploser les médias, ça veut dire qu'en fait, d'un coup, tout ce qui a été prévu pour mettre en lumière, en fait, les bénéfices de la réforme sur les maths, avec des corrections, parce qu'on a entendu le MEDEF qui s'inquiétait de l'absence des maths dans le tronc commun, se retourne contre Blanquer en disant « mais comment se fait-il qu'il n'y ait plus de filles en maths ?» Alors, cette explosion, elle a pu être entretenue, je dirais, parce qu'il y a eu un très fort engagement à ce moment-là. Il y avait une très grande unité du bureau, du CA, de l'ensemble des sociétés savantes et des associations de mathématiques très unies à ce moment-là. Donc on avait déjà travaillé ensemble, comme Louise disait, en fait les associations de maths, elles travaillent très souvent ensemble via la CFEM, donc la Commission française, mais pas que. Et donc on répond, on s'organise, et du coup ça donne un résultat au bout de 3 ans qui est assez impressionnant. Alors ça suppose un grand engagement, évidemment c'est exceptionnel, hein, ce truc, voilà. Et donc ça donne 10 à 15 publications par an, j'ai mis tout support, une trentaine d'interviews par an pour ma part, juste pour ma part, mais les autres associations, bien sûr, sont sollicitées aussi. Hein, je pense à Femmes et Maths ou à la PMEP, les profs de prépa, enfin, tout un tas d'acteurs qui sont également sollicités par les médias sur cette question qui a eu des effets réels sur la politique publique à l'époque, puisque, en fait, cette contre-campagne de communication a obligé le pouvoir politique à réagir. Après, le concours de circonstances a fait que finalement, ce qu'ils avaient prévu de mettre en place en 2023 a été repoussé d'1 an, avec des annonces lors des assises, et puis avec, donc j'ai mis le comité Mathieu, donc ça c'était en avril 2022, et puis un rapport Filles et Maths en 2023 de l'inspection générale, puis un nouveau rapport qui est publié là le mois de mai dernier, et puis le plan Tech pour toutes, et puis enfin voilà, tout un tas de choses qui font que en fait, ce sujet il est encore présent 3 ans plus tard. Alors je vais vous expliquer un petit peu de quoi il en retourne et qu'est-ce qui a fait qu'on a pu communiquer en fait, parce que la clé c'est comment est-ce qu'on communique avec les médias. En fait, c'est des graphiques. On fait de l'analyse de données à partir des données publiques et on publie des petits graphiques comme ça pour expliquer. Voilà ce qui se passe avant la réforme, voilà ce qui se passe après la réforme. Donc là, j'ai montré le graphique sur les filles. Donc on voit, en fonction du nombre d'heures de maths, combien il y en avait avant, en terminale, et combien il y en a maintenant sur les dernières années depuis la réforme. Donc on voit bien qu'il y a eu un méga problème au moment de la réforme. Ce problème, il se traduit aussi en ratio d'effectifs, où on voit que l'accès aux maths s'est effondré. Donc il y a une vraie rupture dans l'accès aux maths, une vraie rupture démocratique quelque part, à partir de la première, qui touche beaucoup plus les filles que les garçons. Donc il y a une rupture d'inégalité. Elle touche aussi les garçons, mais c'est moins fort.
Voilà. Et en fait, les mécanismes, ils sont connus. C'est-à-dire que les mécanismes, ce que disait Louise, la disparition des maths type ES, avec un seul programme de maths. Donc tous les profils ES n'ont plus de cours de maths. Et donc ça va handicaper un peu plus les filles que les garçons, puisqu'il y a plus de filles, enfin il y avait historiquement plus de filles dans ces filières-là. Et la polyvalence en terminale, qui est devenue interdite. Donc tous les triplettes maths, physique, biologie, qui concernent beaucoup plus les femmes à cause des préorientations genrées vers la biologie et la santé, vont être impossibles, vont devenir un choix impossible, puisque le seul moyen de garder ces trois disciplines est d'abandonner les maths en terminale et de garder juste une option de 3 heures. Donc voilà. Donc les conséquences de cette réforme, c'est ce défaut d'accès global, plus une inégalité plus forte sur le genre. J'ai parlé de la triplette, mais ça concerne aussi les sciences. Et si on regarde les bacs type maths-sciences, où on garde le couplage avec un cours de maths solide et des sciences, on voit une rupture dans un effondrement des effectifs qui n'a jamais existé. C'est-à-dire en pourcentage du nombre de bacheliers généraux, le nombre de bacheliers scientifiques n'a jamais été aussi bas. Voilà, depuis 60 ans. Donc ça, c'est des articles qui ont été écrits suite à toute cette aventure, en fait, grâce aux sollicitations des médias. En fait, cette sollicitation des médias a entraîné un travail de fond pour essayer de comprendre ce qui s'était passé. Et du coup, vous voyez que l'effondrement il est plus fort pour les femmes que pour les hommes, et du coup, ça veut dire qu'il y a une augmentation des inégalités que j'ai représentée là sur l'indice d'avantage masculin. C'est-à-dire quel est le ratio, le pourcentage de chance de faire un parcours scientifique, il est 2 fois plus grand pour les garçons que pour les filles, si je regarde la courbe avec plus de 6 heures de maths. Voilà. La grande question qui a beaucoup animé la contre-argumentation du ministère, c'était les impacts dans le supérieur. En fait, on commence à en voir des effets. Donc là, en 2023, on voit des effets. Alors, on voit une baisse qui est compliquée à expliquer, mais en fait, on voit une baisse qui est inédite aussi des entrants dans les écoles d'ingénieurs. Et donc ça, c'était une note qu'on a publiée l'année dernière. Et vous voyez, en fait, c'est toujours ces graphiques. Et puis là, c'est un truc qu'on va publier demain. Donc c'est toujours dans cette idée-là, c'est-à-dire que le rapport filles et maths qui a été publié par l'inspection générale fait suite à cette polémique qui ne s'arrête pas, en fait, depuis 2022. Et donc, juste, on a traduit les tableaux qui ont été publiés et on voit qu'il y a une diminution des bacheliers sciences, alors de 40% et de... Ah, c'est les STEM vers les STEM, c'est pas grave, je suis mélangé les deux, mais si on regarde les sciences, les maths, les doublettes maths plus sciences hors SVT, ce qui est le point de vue du rapport, on voit qu'il y a une baisse extrêmement forte des bacheliers, donc 40% pour les garçons, 70% pour les filles, mais que parmi ceux-là, il y a aussi une baisse de ceux qui s'orientent vers les filières qu'ils appellent STEM. Donc STEM, c'est très orienté, maths, physique, info, toutes les disciplines sous-féminisées en fait, de sciences. Voilà, et ça c'est si on élargit aux bacheliers généraux, il y a une baisse que de 10%, mais enfin il y a quand même une tendance à la baisse qui est forte. Alors, ça nous amène à réfléchir à ces histoires de démocratisation et cette idée de est-ce qu'on a besoin d'un socle commun de maths et de sciences pour l'ensemble de la population et pas juste les élèves qui vont aller faire des sciences. Et là, on retrouve en fait, alors dans les interactions avec le pouvoir politique, des éléments de langage qui proviennent de nos argumentaires. Et ça, c'est très intéressant de voir que, par exemple, le bac de maths en première provient de notre argumentaire. Il est déformé. Et là, dans le plan, alors j'ai appelé ça plan sciences et maths, mais en fait, ce n'est pas le plan sciences et maths, c'est le plan filles et maths. L'encart de la page web du plan filles et maths, c'est les petits extraits que je vous ai écrits là. L'apprentissage des maths doit permettre à tous les élèves de disposer d'un socle de base en mathématiques. Il doit permettre à celles et ceux qui le souhaitent de poursuivre des études dans les filières scientifiques. Ça, c'est nous, en fait. C'est notre slogan. Et, sauf qu'actuellement, le nombre d'heures minimum de sciences au lycée, c'est ça. Donc ça, c'est pareil, c'est une documentation que j'ai réalisée dans le cadre vraiment de l'approfondissement, de la compréhension en fait, de ce qui se passe au lycée. Et on voit que dans l'histoire, le poids des sciences est toujours resté très mineur
dans le socle minimum en fait, du bagage du lycéen. Voilà, donc c'est un petit peu pour vous montrer comment, voilà, à partir de ces graphiques-là, donc à la fois on documente ce qui se passe au niveau de l'éducation du secondaire et à la fois on peut communiquer en fait en restant très factuel avec un public très large, au-delà de notre communauté. Voilà, donc je repasse la main à... Voilà. Donc dès à présent, on peut vous inviter à réagir si vous avez des remarques à faire sur cette partie, mais l'idée c'est de vous donner la parole sur la fin de l'exposé, parce que je pense qu'il y a des choses à dire. Ceci étant, il y a 2 points sur lesquels on peut revenir. Le premier, c'est le fait qu'on a parlé de la CFEM et puis on a un peu parlé du GIS. Mais dans toutes ces dernières actions, on a un peu minoré, enfin, on a parlé des actions de la commission enseignement et de toi en particulier au niveau de la SMF, mais j'imagine que est-ce qu'on pourrait revenir sur le rôle de la SMF au sein des autres sociétés savantes, que ce soit Louise ou que ce soit toi, et peut-être que certaines de ces actions n'auraient peut-être pas pu voir le jour si ça n'avait pas été un collectif associant la SMF et les autres sociétés. On embraye tout de suite. Oui, ouais. Si tu veux. Vous levez la Sauf main. s'il y a des questions. Sinon, Ah, ouais. tu veux, hein. Sylvia. Oui, Sylvia. Je ne sais pas si c'est le moment de la poser, cette question. C'est toujours le Il y a moment. l'air d'avoir une structure. Non, mais Vas-y. on n'est pas... Mais en fait, j'étais curieuse, justement, j'ai peut-être pas assez suivi, mais quelle est votre réaction là, après les dernières annonces d'Elisabeth Borne et son plan de voir des prix là. Parce que moi, je suis très dérangée quand même par ces principes de quotas qu'elle met en place. Donc, quelle a été votre réaction et qu'est-ce que ça donne? Alors, on en parlera après, si ça t'ennuie pas. Oui, je note. Je note et ça fait partie des choses qu'on est en train de traiter. Il y a d'autres? Oui. Au niveau du graphique, là, le nombre d'heures pour les sciences n'a pas diminué. On voit que ça doit être toujours pareil. Alors, il a été max en... On ne voit pas que la situation s'est aggravée. C'est un petit peu, mais c'est pas... En fait, ça a un tout petit peu remonté depuis qu'ils ont remis les 1h30 de maths en première. Mais en fait, depuis 85, c'est plutôt à la baisse. Il y a eu une petite montée jusqu'en 85 et depuis, ça rebaisse. Et avec le pire, c'était effectivement sous Blanquer 2010-2018. Donc c'est un peu mieux Blanquer 2017, enfin 2019, 2020, non 2019-2022 c'est pas terrible, mais 2023 c'est un petit peu mieux que la période Blanquer, la première période Blanquer. Après, on peut questionner globalement pourquoi, même depuis toutes ces années, on a si peu de roses par rapport à toute cette quantité de bleus. Ça, c'était vraiment pour montrer l'équilibre science. Enfin, l'équilibre. C'est voilà. Le déséquilibre. C'est un truc qui est permanent dans l'histoire, en fait. C'est un truc historique. C'est pas nouveau à la réforme. Alors, on vous laisse réfléchir à d'autres questions et on revient sur les collectifs, l'importance des collectifs. Voilà. Donc, comme je le disais tout à l'heure, toutes les actions que j'ai décrites et celles que Mélanie a décrites aussi, la plupart n'auraient pas pu avoir lieu si on n'était pas organisé. Donc, la SMF, c'est un élément d'un réseau très structuré. Et disons que la chose qui nous structure le plus, c'est la CFEM, donc Commission française pour l'enseignement des mathématiques, qui, pour faire simple, regroupe les sociétés savantes et les associations qui s'intéressent à l'enseignement des mathématiques. Donc là, j'ai listé à peu près tout le monde, hein, je suis allée rechercher sur le site. Donc il y a la PMEP pour les professeurs du secondaire, l'Association de recherche en didactique des mathématiques, le Comité national français des mathématiques, Femmes et Maths, qui est représenté ici aujourd'hui, l'Inspection générale, quelqu'un de l'IHP, la Société française de statistique, la Société mathématique de France, évidemment, la SMAI, l'Union des professeurs de spécial, Math Engine, et la DIREM que j'ai mise un peu à part parce que c'est ni une société savante ni une association, c'est un groupement d'intérêt scientifique. Ça fait GIS aussi, donc ça se mélange avec l'autre, mais voilà.
Peu importe, donc tous les textes qu'on a, enfin la plupart des textes qu'on a écrits et dont j'ai parlé avant ont été faits. Alors parfois c'est un petit comité avec juste les collègues matheux, donc SMAI et SFDS, et parfois c'est avec toutes les composantes de la CFEM, et parfois c'est avec certaines composantes de la CFEM. Mais en tout cas la CFEM est un bon cadre de discussion. Et puis pour renforcer un peu ce maillage, on a tous des représentants les uns des autres dans nos diverses commissions. Et alors, il y a évidemment les assemblées générales de la CFEM qui permettent d'échanger tous ensemble. Et puis chaque année aussi, il y a les journées nationales de l'APMEP, où il y a une réunion de la communauté mathématique. Et je me souviens très bien en particulier la première fois que j'y suis allée, parce que c'est là qu'on a commencé à parler tous ensemble du problème de la réforme du bac. Donc c'était un moment, enfin voilà, moi j'ai découvert ça à ce moment-là et je me suis dit c'est chouette, on est tous ensemble. Ça va être très bien. Toutes les disciplines scientifiques peuvent pas, enfin toutes les disciplines justement non scientifiques peuvent pas, comme les maths, parler d'une. Alors ne peuvent pas ou ne veulent pas, ça dépend aussi des philosophies, des épistémologies, mais il y a des disciplines qui sont beaucoup plus cloisonnées en sous-disciplines qui ont du mal à se parler. Donc oui, ça dépend. C'est quand même une grande richesse des matheux. Alors dans la série des autres structures, il y a aussi l'INSMI qui joue un rôle important, comme Christophe l'avait dit tout à l'heure. Donc là, j'ai donné deux exemples. En fait, en tant que VP enseignement, j'avais été contactée par Emmanuel Royer pour faire des choses pour l'année des maths en 1920. Donc j'avais mis en place des formations pour les enseignants du secondaire, mais en fait pour mettre en contact les enseignants du secondaire et des chercheurs et pour les faire dialoguer. Quand j'ai fait ça, la DIREM a joué un rôle vraiment crucial. Donc c'est encore un exemple de nécessité de travailler tous ensemble. Après, on s'est un peu cassé le nez sur le Covid et c'est dommage. Mais ça, on n'y pouvait rien. Et puis ensuite, après mon mandat à la SMF, mais je pense parce que j'avais déjà bossé avec eux, j'ai été recontactée pour la préparation des assises où avec Xavier Buff, on avait copiloté le dossier sur la formation. Et ensuite, alors depuis que j'ai quitté la SMF, en fait, je suis partie faire SME au Collège des sociétés savantes. Alors de quoi s'agit-il? Eh bien, pendant mon mandat à la SMF, donc c'était Stéphane Serret qui était président de la SMF, et il avait commencé à discuter avec un chercheur de Montpellier qui s'appelle Patrick Lemaire pour fonder le Collège des sociétés savantes. Alors le nom complet, c'est Collège des sociétés savantes académiques de France. Et le but, en fait, c'est de rassembler une grande quantité de sociétés savantes et d'associations aussi pour être à l'interface du monde académique et de la société. Donc moi, à la fin de mon mandat à la SMF, j'ai été élue au CA du collège, et là-bas, je me suis empressée de faire ce qui m'intéressait, c'était une commission enseignement. Alors cette fois-ci, c'était plus à l'échelle des maths, c'était à l'échelle de toutes les disciplines. Donc ça change vraiment le point de vue, c'est très intéressant. On a dû commencer par trouver un sujet qui pouvait intéresser tout le monde, et sans trop de surprise, on est tombé sur la formation des enseignants. Voilà, on a aussi des petites activités sur la formation scientifique à l'école primaire, parce qu'il y a quelques personnes, il y a un groupe assez actif là-dedans au sein de notre commission. Et donc c'est vraiment bien de travailler là-dessus. Alors là, c'est une œuvre collective, vraiment, enfin le collectif est hyper important, avec sa force de frappe, c'est-à-dire qu'on commence à être auditionné assez souvent, chaque fois qu'on écrit un texte, on l'envoie au gouvernement, on l'envoie aux directions générales, à l'inspection générale, et on a toujours au moins un retour écrit, et puis parfois on est auditionné. Le recto du problème, c'est que, en fait, comme on est très nombreux avec des épistémologies et des histoires très différentes, ça prend du temps de se mettre d'accord sur un point. Donc on ne peut pas être hyper réactif au quart de tour. On a besoin de temps pour discuter entre nous, se converger sur ce qu'on va défendre. C'est hyper important de prendre ce temps-là, de s'assurer que ce qu'on dit convient à tout le monde, parce qu'après, quand on l'affirme, on est sûr qu'il n'y a pas quelqu'un qui va dire « Ah mais non, en fait, moi, je ne voulais pas ça » ou partir en claquant la porte. Donc ça nous donne aussi une réputation de sérieux qui, j'espère, va perdurer. Voilà. Ouais, mais très bien. Alors, du coup, moi, je vais parler de ce qui s'est passé au niveau de notre première alerte et puis de ce que ça a provoqué. C'est-à-dire que la première alerte en janvier 2022, avec son retentissement médiatique, a instantanément fédéré toutes les associations. Donc je vous ai dit, comme Louise l'a mentionné, toutes les associations qui regroupent les mathématiques via la CFEM. Et très vite, toutes les autres, je dirais, associations traditionnelles dont on a déjà parlé, qui se réunissent en fait de façon récurrente, comme le GIS,
par exemple, qui est interdisciplinaire, scientifique, mais de façon plus ancienne, Action Science, qui regroupait combien 13 ou 17 sociétés, associations de toutes disciplines scientifiques. Et alors là, on est un peu plus large. On est un peu plus large au niveau des membres, puisque ce point de la réforme du lycée avec la suppression des maths vraiment inquiète beaucoup. Et donc on rassemble beaucoup de sociétés savantes, beaucoup d'associations, y compris les professeurs du secondaire de sciences économiques et sociales, les profs de prépa biologie, qui sont des gens qui sont d'habitude plus éloignés, les professeurs d'informatique du secondaire, et puis au-delà, surtout, ce qui est nouveau, c'est qu'il y a le monde économique qui se joint à nous. Donc le monde économique, c'est le monde du numérique, alors par l'intermédiaire soit de la SMAI, soit de la CIF, c'est nos entrées en fait. C'est-à-dire que nous, on est assez loin du monde économique, mais certaines autres sociétés savantes qui sont plus proches, et donc on utilise le réseau pour agrandir le réseau et pour alerter. Et en fait, c'est des voies de communication qui sont extrêmement importantes parce qu'on apporte quelque chose. Donc là, on n'est pas trop... On sort de la communauté. Donc autant le collège des sociétés savantes va être interdisciplinaire, plus large que les sciences, mais reste dans la communauté académique, autant là, on reste scientifique, mais par contre, on est plus large que la communauté académique et éducative. Et donc, on a des partenaires qui sont les géants du numérique, et puis les fédérations bancaires par l'Institut des actuaires, par la SMAI, et puis ensuite par les ingénieurs de France, et tout ça, c'est des gens avec qui j'ai échangé, avec qui on a co-signé des tribunes. Donc, en fait, c'est la visibilité médiatique qui nous donne cette caution et du coup qui permet d'être fédératrice. Donc on part d'un groupe, d'un noyau, ce n'est pas juste la SMF, c'est la SMF et les autres. Et les autres permettent d'agrandir le réseau et cette visibilité médiatique nous donne notre garantie, plus ce que je vous ai dit sur la politique éditoriale, très stricte en fait, sur on ne donne pas notre opinion. C'est important hein, parce que sinon en fait on n'est pas crédible. Voilà, donc ce monde économique, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose... Alors, une fois qu'on a tissé les liens, ce qui est difficile, c'est de garder les liens, mais en fait, c'est extrêmement important pour pouvoir continuer de fonctionner et d'animer le collectif. Donc, en fait, je me suis retrouvée à la tête du pilotage de tout ça. Donc, ça demande beaucoup de... Voilà, c'est compliqué. Après, quand la confiance est mise en place, on peut continuer à travailler. Il faut juste arriver à trouver des moyens de communication efficaces. Alors, je vais changer un petit peu de registre, c'est-à-dire que je vais parler un petit peu des interactions politiques et essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce qui s'est produit là. C'est-à-dire que ce que dit Louis, c'est vraiment l'interaction dans le monde académique, production d'analyse, à partir des débats collectifs. On pourrait rajouter à partir de la littérature scientifique, à partir des données publiques. Moi, c'est ce que j'utilise aussi, donc ça, c'est vraiment commun à nos communautés. Et puis, il y a un débat public qui est essentiellement... Alors, j'ai mis 3 acteurs. Il y a le 4e, c'est vraiment le grand public, qui est dessous, diffus. Et avec les décideurs politiques qui sont très prescripteurs, en fait, de ce qui va être transmis par les médias. Et puis, des interactions, j'ai mis avec des doubles flèches, des acteurs économiques. Quand on pense aux milliardaires qui possèdent la moitié des journaux, ben, voilà, il y a une vraie influence, que ce soit les industriels, le monde du numérique, les agriculteurs, enfin voilà. Donc, en fait, on est un peu hors du débat public. Donc, pour rentrer dans le débat public, c'était ça, en fait, le vecteur. C'est-à-dire que nous, on a l'habitude de... Alors, soit on a des trajectoires individuelles qui vont aller vers le monde, les acteurs économiques, vers les décideurs politiques, mais ça reste en dehors, en fait, du débat public. Si on veut rentrer dans le débat public, il faut communiquer avec les médias. Et du coup, ça fait changer la façon de transmettre les informations. Et donc, à partir du moment où on alerte les médias, il y a un message très fort qui s'adresse aux politiques. Quand Louise dit les politiques nous ont ignorés. Et quand les politiques nous ont ignorés, quand on s'adresse aux médias et que les médias relaient, à ce moment-là, les politiques sont obligés de nous entendre.
Et puis on s'adresse aussi aux acteurs économiques qui s'intéressent aussi à ces affaires-là. Et donc, en fait, ils s'adressent aussi aux politiques. Donc, ça nous donne du poids et de la voix, et ça nous permet d'interagir avec le débat public. Voilà, donc c'était un petit peu le petit graphique que je voulais vous faire pour vous montrer un petit peu comment on faisait, et comment ça s'était produit. Moi, je ne le savais pas, hein, mais maintenant qu'on peut analyser, voilà ce qui s'est produit, en fait. Mais c'est un hasard, hein, je rappelle, c'est un hasard. Voilà. Normalement, on n'est pas visible des médias. Voilà. Ça, c'est la norme. C'est un hasard à l'origine, mais maintenant... Alors, maintenant que c'est organisé, que c'est compris, on peut s'en emparer, c'est ça. Donc, agir comme scientifique pour éclairer le débat public. Il y a des gens qui savent très bien faire ça. Ça s'appelle le GIEC. Voilà, le GIEC, ils savent très bien, ils ont fait ça, ils sont organisés pour ça. Évidemment, c'est sans commune mesure avec notre action à nous qui est microscopique par rapport au GIEC qui est international, qui récupère les fonds de tous les États, etc. Et quand on voit la difficulté qu'ils ont à faire passer leur message, on dit, bon, mais c'est pas grave, il faut quand même qu'on agisse en tant que scientifique. Voilà, je pense que c'est important. Et donc, en fait, il faut documenter. Donc, en fait, tout ce message-là, il est possible parce qu'on écrit, parce qu'on documente l'actualité, on s'appuie sur l'actualité pour documenter scientifiquement et porter un regard critique. Donc, on construit des connaissances pour évaluer les politiques publiques, et puis ensuite, on diffuse par les médias pour informer, former, agir. Voilà, et donc après, alors je fais un petit anime, là, voilà, tout ce que, des petits extraits de ce qu'on a pu publier, avec donc tout ça au sein du collectif Maths et Sciences, qui sont systématiquement relayés. Donc après, il y a des règles de publication un peu souples pour qu'on puisse être relativement réactif, avec aussi une partie dans... Alors, c'est ma dernière diapo, mais avec aussi un besoin de prise de recul. Nous ne sommes pas des politiques, nous ne sommes pas des journalistes, nous sommes des scientifiques. Donc, on a besoin... On peut s'investir dans la vie publique, c'est coûteux, mais aussi, il faut savoir se prendre du recul, ce qu'a dit Louis, c'est-à-dire, voilà, prendre le temps de réfléchir, de se documenter, de mettre à plat les idées. Voilà, mais avec des interactions politiques et économiques qui sont redoutables, hein. Ça veut dire 2 tables rondes, une à l'Assemblée nationale, une au Sénat. Ça veut dire des visites à l'Élysée, à Matignon, au ministère de l'Éducation nationale, où on n'est pas les bienvenus. À l'enseignement supérieur, alors partout ailleurs, on est les bienvenus, hein, sauf à l'Éducation nationale. Voilà. Et puis, bien sûr, l'Inspection générale, le Conseil supérieur des programmes, où j'ai été sollicitée, mais pas la bienvenue, par la ministre. Voilà. À la DGESCO, voilà. Donc en fait, beaucoup d'interactions en fait, avec le monde politique permis par cette visibilité médiatique et cette caution en fait, de la communauté derrière. Voilà, et donc ça sera l'introduction du débat en fait, vers une recherche critique. Donc je dis les projets collectifs en cours, ce que je disais, un pied dans la recherche. Donc on revient de l'action médiatique vers la recherche avec... Que se passe-t-il? Comment on évalue une politique éducative et ses impacts? Donc au lycée, on a vu, c'est documenté, mais elle est incomplète, c'est-à-dire qu'on a regardé ça du point de vue du genre, du point de vue des effectifs. Qu'est-ce qui se passe du côté des inégalités sociales, du côté des inégalités territoriales, et puis qu'est-ce qui se passe dans le supérieur? Et donc ça, c'est un projet qu'on est en train de mettre en place actuellement, enfin on est opérationnel, on va pouvoir publier. Enfin, bientôt, pas tout de suite encore, mais bientôt. Et ça, tout ça, c'est un projet collectif avec un accès aux données sur un projet de recherche, avec une évaluation du rôle des politiques éducatives pour démocratiser l'accès aux maths et aux sciences. Et puis, quelque part, je reviens à l'éducation, questionner notre mission. C'est-à-dire, on peut questionner les politiques éducatives, il faut aussi questionner nous. C'est-à-dire, qui on forme, à quoi, comment, pourquoi et... Enfin, pourquoi faire, quoi. Voilà. À quoi servons-nous? Le débat est ouvert. Alors, notre numéro a été squeezé, puisque la partie politique, c'était une 3e étape, mais c'est pas grave. Vous avez eu tout le package. Donc, il y a beaucoup de matière pour la réaction. Hein, la baisse des effectifs, la baisse des effectifs pour les filles. Le rôle de la SMF dans des collectifs plus grands, intégrant notamment des gens des milieux économiques. On peut réagir sur ces tas de choses. Et puis, il y aura la question des quotas, là aussi, sur l'inégalité, l'équité hommes-filles.
Donc qui veut réagir? Je croyais que tu étais sur les starting blocks, Pierre. Tu peux, hein. Vas-y. Je voudrais juste réagir sur un point, c'est qu'apparemment, la communauté mathématique, elle est assez différente des autres communautés dans les autres domaines, que ce soit en lettres, en histoire, en physique, dans le sens où il y a vraiment une interaction entre les différents niveaux, pratiquement du primaire jusqu'au supérieur. Il y a réellement des liens forts à tous les niveaux. Alors, peut-être qu'une des raisons, c'est que la plus grande partie des mathématiciens chercheurs sont des enseignants-chercheurs, je crois que c'est 90%, et que donc on a tous fortement une interaction avec l'enseignement, au moins au niveau de l'université, et qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont prolongé avec des liens avec le secondaire. En particulier, j'aurais juste faire un court plaidoyer pour les IREM, qui sont quelque chose d'assez unique, qui n'existe pas dans les autres disciplines, et qu'il faut aider à fonctionner. Ils ne vont pas très bien. Ils ont peu de moyens. Il y a beaucoup de gens qui y travaillent. Et il faut continuer à faire ça. C'est un lien avec le secondaire. Et ben, à quoi servons-nous? En fait, le discours que j'entends depuis quelques années, depuis 4-5 ans, c'est qu'en réalité, ce qu'il faut, c'est qu'il suffit qu'il y ait 5 à 10% de gens qui sachent faire des maths pour faire des maths après. Et que les maths, ça ne sert à rien pour le reste. 90% de la population n'a pas l'usage des mathématiques. Il est clair que 90% de la population doit avoir fait l'histoire-géographie, ça c'est non négociable. Ils doivent avoir fait de la philosophie, mais les mathématiques, c'est pas utile. Je pense qu'il faudrait qu'on se rende compte que notre travail, il est aussi là-dedans, et pas seulement de former les 10% de gens qui vont avoir la possibilité d'intégrer un Master 2 de sciences, et que le fait que, quand vous écoutez les débats divers, le fait que les élèves qui forment en terminale, qui comprennent la différence entre 1 million et 1 milliard, par exemple, eh ben, c'est pas complètement neutre. Le fait qu'ils comprennent que, par exemple, quand on leur parle de suite numérique, eh ben, la suite du nombre de malades par jour du Covid, c'est une suite numérique, qu'elle peut être traitée comme telle. Quand les étudiants comprennent ça, tout d'un coup, ça change leur regard sur l'étude des suites. Donc, il y a un certain nombre de choses comme ça sur lesquelles on peut travailler, qui ne sont pas forcément nécessaires ni utiles pour devenir scientifique, mais qui sont certainement essentielles pour le reste de la population. Et moi, je voudrais faire un plaidoyer pour qu'on pousse sur des choses comme ça, à la fois au lycée, et aussi dans les enseignements des premières années de licence, où ça manque un petit peu. On fait beaucoup de formalisme, mais on oublie de rappeler que l'abstraction ne peut marcher que s'il y a quelque chose à abstraire, c'est-à-dire s'il y a dessous un substrat concret. Donc nos enseignements, il faudrait qu'ils s'adressent un peu plus à l'ensemble de la population. Donc, pour revenir sur la dernière question. Oui, bon. Vous voulez réagir? Je pense que ça rejoint les travaux actuels, de toute façon. C'est ça. Oui, mais puis tu as raison de dire que c'est un peu une spécificité des maths d'être intéressé à l'enseignement. En fait, puisque ces dernières années, je fréquente plein de disciplines, j'ai aussi découvert une autre communauté qui fonctionne beaucoup comme nous, c'est les linguistes. Alors je ne sais pas si ça a à voir, parce qu'on a en commun d'avoir besoin de bien structurer notre enseignement, il faut apprendre les choses dans un certain ordre, sinon ça ne marche pas. Je ne sais pas si c'est ça qui nous lie, mais vraiment de toutes les communautés que j'ai pu fréquenter, c'est les gens dont je me suis sentie la plus proche. Et d'ailleurs, ils étaient très intéressés par notre système d'IREM, ils avaient envie d'avoir le même. Donc voilà, effectivement, les IREM, c'est un très bon lien. On a aussi une chose spécifique en maths et qui, je crois, est très utile, même si elle est discrète, c'est que on a les épistémologues qui sont en section 25 et les didacticiens qui sont en section 26. Donc c'est des gens qui s'intéressent à la façon dont on va enseigner et aux objets qu'on enseigne, et qui sont recrutés sur des postes dans des labos de maths, départements de maths, comme enseignants-chercheurs. Ils vont se retrouver face aux mêmes élèves que les gens qui sont recrutés en géométrie algébrique ou en EDP.
Et du coup, ça aussi, ça crée du lien entre les gens qui cherchent des maths et les gens qui cherchent en didactique des maths. Et ils sont ensemble, ils sont devant les mêmes étudiants, ils se parlent, et c'est super important. Par rapport à d'autres disciplines où en fait les didacticiens sont regroupés dans la 70e section, et ça fait une bande à part, et ça fait un schisme un peu entre ceux qui cherchent, alors qui ont l'étiquette noble de chercher dans la discipline académique, et les autres ils font de la didactique, on ne sait pas très bien ce que c'est. De toute façon, ils sont ensemble dans une autre section, on ne va pas leur parler. Et bon, mais ça c'est dommage en fait. Je pense qu'on a cette chance-là. Oui, d'ailleurs dans le collectif et dans les articles, là, enfin les graphiques que je vous ai montrés, il y a un recul historique qui est très important. Et donc ça suppose qu'il y a eu un travail sur l'histoire de l'enseignement des disciplines. Et donc dans le collectif, il y a des historiens des sciences et des épistémologues et des philosophes des sciences, et ça aide en fait à pouvoir faire ce travail de façon correcte. Donc c'est important effectivement d'avoir ces regards. Il y a bien sûr les didacticiens et didacticiennes qui permettent d'avoir un regard plus affûté sur les questions d'enseignement. Ce qu'on n'a pas dit, parce qu'on ne peut pas parler de tout, mais on a réagi aussi au programme. On a dit qu'on était auditionné au Conseil supérieur des programmes. Il y a des nouveaux programmes qui ont été publiés. Donc dans le cadre de la commission d'enseignement, donc là c'est plus SMF, où voilà, les sociétés savantes de maths dans un sens plus restreint, on a analysé ces programmes. Donc ça suppose aussi qu'il y a une réflexion sur cet enseignement qui est permise grâce à des regards un peu divers en fait. C'est toujours cette même question de la diversité des regards qui permet d'enrichir les connaissances. Je rajouterais aussi que le contact avec les sociologues, il est important parce qu'il y a un côté, pour comprendre en fait notre rôle, notre mission, le rôle de l'école. Ces questions de démocratisation des sciences, c'est aussi une question de sociologie de l'éducation. Et donc c'est extrêmement important d'avoir aussi une compréhension de cette question-là. Je peux peut-être répondre à la question, enfin, je ne vais pas répondre à la question de Sylvia, mais en fait, cette question des quotas, donc, vous voyez, ce qui a fait exploser les médias, ce n'est pas les maths. Les maths toutes seules, il y avait déjà eu des articles, personne n'en avait rien à faire, ça n'avait jamais été relayé. Il y avait un bruit de fond, en fait, quand le sujet a explosé, il y avait un bruit de fond sur les maths. Ce qui a fait exploser, c'est les maths plus les filles. Donc il y a une question de genre là-dedans, qui est aiguë. Et donc si on veut analyser cette question du genre, qui est aiguë, il faut connaître un peu la littérature du genre. C'est obligatoire. Et donc il faut connaître un peu la sociologie de l'éducation du côté des disciplines scientifiques pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et donc, dans la littérature du genre, la confrontation avec les sciences, il y a des écrits, moi je vous conseille vivement, si vous ne les connaissez pas, sur le supérieur par exemple, Filles et sciences, une équation impossible, de Marianne Blanchard, Arnaud Pirel et Sophie Orange. Arnaud, il sera là demain, voilà, qui étudie en fait ces questions. Alors pas que le genre, il regarde aussi les grands. Donc ils étudient la perception, le rapport aux maths dans les classes préparatoires scientifiques. Et ils essayent de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a une surreprésentation des élèves des grands lycées parisiens et des garçons dans les recrutements au concours. Alors il n'y a pas que, parce que je pense qu'il y a Bercouk et François aussi qui regardent ça de façon très, très fine, donc plutôt du côté des classes sociales. Et donc en fait, ils mettent le doigt sur des choses que nous, on a intégrées comme étant objectifs, et c'est ça l'introduction pour la table ronde de demain, et en fait qui ne le sont pas, c'est-à-dire cette vision de notre enseignement. Et c'est pour ça que je dis à quoi on sert, et qui on forme, et pourquoi faire. Ça rejoint un peu la remarque de Pierre. C'est des vraies questions, c'est-à-dire est-ce qu'on accepte qu'au lycée, il y ait la moitié des filles qui fassent plus de maths à partir de la première? Est-ce que c'est acceptable? Parce que nous, on va avoir des étudiants chics, bien formés, qui ne seront que des garçons, et puis voilà. Ou est-ce qu'on essaye de réfléchir autrement et se dire, s'il n'y a pas de filles, c'est qu'il y a peut-être un problème? Alors, sur le lycée et les histoires de quotas, c'est de la foutaise, parce que le problème, c'est la structure du lycée qui a créé ces inégalités de genre. Donc, comme c'est la structure qui a créé ces inégalités, c'est pas en mettant des quotas sans levier qu'on va réparer un problème de structure. Ça, c'est clair. Donc je suis complètement d'accord avec toi sur l'histoire que les quotas, ce n'est pas la solution, surtout au lycée.
même à l'entrée en prépa, puisque donc là, dans le rapport de l'inspection générale du mois de mai, il montre que les dossiers des filles qui candidatent soit dans les filières STEM, soit en prépa scientifique, ils sont très bons, ils sont meilleurs que ceux des garçons. Donc si elles ne viennent pas, c'est parce qu'elles choisissent de ne pas venir. Donc en fait, on ne les fera pas venir s'il n'y a pas quelque chose derrière qui rend nos disciplines acceptables par rapport à des valeurs morales. Et c'est là qu'on rejoint ces questions de genre. En fait, il y a des valeurs morales qui sont attachées à un genre ou à un autre et qui ne sont pas les mêmes. Et donc ces valeurs plus, on va dire, humanistes, en direction des autres, de l'environnement, de l'impact social, ça va être des valeurs qu'on va plus attribuer à des valeurs féminines, du point de vue du genre, hein. Ça ne veut pas dire que toutes les femmes et tous les hommes, voilà. Mais sauf qu'elles elles vont s'opposer aux valeurs qu'on attribue au genre masculin, qui sont la compétition, la réussite sociale et économique. Voilà. Et en fait, il y a une espèce de clivage, et du coup, si les maths, elles renvoient que cette image de la compétition et de la plus-value économique, on ne va pas transformer les femmes en hommes, donc globalement, voilà, on n'a pas de moyen en fait de tirer si on rend pas compatible en fait ces valeurs morales. Donc c'est ça que la littérature du genre, elle nous permet elle nous apporte comme réflexion. Vous voyez, c'est ça les questions. Et donc les quotas, il faut que ça corresponde à des verrous. Si les verrous sont d'ordre moraux, les quotas, ça ne sert à rien. Par contre, il se peut qu'il y ait des verrous, notamment dans nos métiers, je suis bien placée pour le savoir, dans les promotions. C'est-à-dire, au fur et à mesure qu'on monte dans les études, à chaque fois qu'il y a des concours, là, le rapport de l'inspection générale, il montre qu'il y a un sous-recrutement des femmes. Il y a un sous-recrutement. Donc, en fait, le rapport, il est très dur sur la 25e section. Et donc là, c'est des mesures correctrices. C'est-à-dire qu'il y a des biais implicites qui sont avérés, parce que même avec le peu de femmes qu'il y a qui sont candidates, elles sont encore sous-recrutées. Et du coup, là, mettre en place des quotas, c'est juste des mesures de rétablissement d'équité, en fait. Voilà, donc, et donc ça, c'est ce que dit le rapport, et c'est démontré. Enfin voilà, c'est démontré, c'est-à-dire qu'il regarde statistiquement le pourcentage de femmes candidates, et systématiquement, elles sont sous-recrutées. Je te donne un exemple. En 2023, 31 postes pourvus en 25e section, 4 femmes, maîtres de conf. Je ne suis pas sûre qu'on va s'en sortir comme ça, tu vois. 4 femmes. Et donc, il y a un moment où il faut réfléchir à qu'est-ce qui se passe dans nos règles. Donc, si on ne change pas nos règles, à ce moment-là, il faut permettre aux femmes de pouvoir accéder à ces métiers-là, sinon on aura des métiers qui ne seront plus que masculins. Enfin, c'est déjà le cas, en fait. Mais voilà. Je te vois réagir. Ouais. Pour dire que la solution, c'est de remettre plus de bacs obligatoires pour tout le monde. En particulier, c'est ça que dit j'avais fait. On ne peut pas forcément leur donner le choix, à mon avis. Le problème, c'est que les filles, quand on leur dit au lycée, qu'est-ce que tu préfères, choisis ce que tu préfères, prenez les 2 matières que vous préférez, et qu'en plus, leur prof leur dit ah ouais, c'était maths, ça va être un peu dur, on a prévu, oui, ça arrive. J'ai une publi demain, dans et il y en a une qui arrive, mais je voulais avoir l'aval de la chef avant de la diffuser. J'ai une petite question sur le leader, M. Trémara. Quel est votre rapport avec l'Académie des sciences? Est-ce que vous en avez un? Oui, il y en a un. Alors, peut-être avant de laisser Mélanie répondre sur l'académie, je voulais juste dire, par rapport à ces histoires de quotas, que quand même, il y a un truc qui pourrait peut-être marcher, c'est que si des filles envisagent d'aller en prépa et qu'on peut leur garantir qu'elles seront au moins 10 filles dans la classe, par exemple, ça peut certainement les encourager par rapport à l'idée de se dire je vais aller en prépa, je vais être la seule fille, ou on va être que 2, comment je vais survivre. Donc en ce sens, les quotas, ça peut aussi agir, non pas comme une obligation, c'est-à-dire il faut absolument que j'ai autant de filles, mais si on arrive à organiser les choses pour pouvoir garantir aux filles que si elles candidatent dans telle prépa, elles seront au moins 10 dans la classe, ça peut, je pense, avoir un côté moins décourageant pour elles. Et puis ensuite, dans la promo, elles seront peut-être mieux et plus à l'aise. Je voudrais quand même dire un truc à ce sujet. Quand j'étais en prépa et quand j'étais à l'ENS, jamais un garçon nous a dit vous êtes là parce que vous êtes des filles. Jamais. Maintenant, à l'ENS, les filles, tous les garçons leur disent on sait bien
Et pourtant, il n'y en a pas. Les quelques-unes qu'il y a. Non, mais pourtant, il n'y a pas de quota. Non, il y a pas Tu vois, donc en fait... Mais il y a pas de quota, mais c'est tellement entré dans la tête des gens qu'il y a du favoritisme pour les filles. Voilà, ça veut dire qu'il y a de l'exclusion, en fait. Donc, enfin, Il y a une intolérance. si on fait vraiment des quotas et que c'est écrit, là, c'est le boulevard pour cet argument. Non, mais là, l'idée, c'est pas de mettre des quotas au concours de recrutement, justement, parce que là, vous avez mais à l'entrée... Ah bah si vous mettez des quotas à l'entrée en prépa, tous les garçons de prépa vont dire aux filles, ouais, de toute façon, vous êtes rentrés, vous êtes des filles. Mais en fait, il faut lutter contre le soupçon d'incompétence. En fait, c'est ça qui est terrible. C'est qu'on ne focalise que sur les filles, on ne regarde jamais ce qui se passe du côté des garçons. Et en fait, les mécanismes d'exclusion, c'est pas les filles. Enfin, c'est les filles, elles reçoivent des messages. Et donc, en fait, il faut s'intéresser aux émetteurs. Et donc, c'est pour ça que je dis qu'il faut questionner nos biais inconscients dans notre manière de voir et d'évaluer les étudiants. Ouais, mais les garçons de 18 ans, ils ne questionnent pas leur vie inconsciente. Oui, mais est-ce qu'il faut les laisser faire, en fait? La question, c'est est-ce qu'il faut les laisser dire, ben voilà, vous êtes là parce que vous êtes des filles Il ne faut pas les laisser, mais bon, c'est pas facile. Alors on laisse la parole aux garçons, là-bas en haut. Je voudrais rebondir sur ce que disait Mélanie par rapport à la phrase qui avait tout à l'heure, un fichier qui me semble intéressant, c'est construire des connaissances pour évaluer les politiques publiques. En fait, pour construire ces connaissances, il faut prendre appui sur des principes, qu'ils soient moraux ou autres. On ne peut pas construire des connaissances sans définir au préalable des principes. Parce qu'on ne pourra pas évaluer ces connaissances. On ne pourra pas évaluer les politiques publiques si on n'a pas au départ de principes. Donc, je voulais savoir s'il y avait des travaux transdisciplinaires qui avaient été commencés entre, par exemple, des disciplines de sciences humaines et des mathématiciens, pour qu'il y ait les deux approches, et pas uniquement l'approche quantitative, parce que je pense que ce n'est pas suffisant de mesurer, de faire appel à des nombres, dire il y a des quotas, il y a tant de choses comme des histogrammes, des choses comme ça. Il faut aussi comprendre les mécanismes sous-jacents. Et donc, à mon avis, il faut travailler avec effectivement des sociologues, mais des sociologues et des mathématiciens, pas concaténer les compétences. Il faut qu'il y ait une intrication des compétences. C'est ça qui me semble important. Oui, tout à fait. En fait, c'est un petit peu ce que j'ai fait dans les articles que j'ai publiés dans The Conversation, c'est-à-dire c'est un aller-retour avec, alors pas des sociologues, mais avec une historienne, pour pouvoir analyser au prisme, effectivement, d'une valeur morale qui est mon objectif, c'est la démocratisation d'accès aux sciences et aux maths, et à partir de ça, j'analyse. Mais bien sûr, tu as raison, on ne peut pas analyser si on n'a pas un objectif ou un principe. Donc c'est à la fois la base et l'objectif, hein, c'est-à-dire que mon hypothèse, c'est moi je vais œuvrer en faveur de la démocratisation, tout le monde ne partage peut-être pas cet avis, et dans ce cas-là, on aura des divergences de voix. Mais à partir du moment où on se met d'accord là-dessus, normalement, on doit pouvoir confronter les points de vue et trancher. C'est ça qui va être compliqué, je pense, c'est de définir ces principes de base. C'est là-dessus que s'est basé en fait le collectif Maths et Sciences, c'est-à-dire le principe, c'est ça. C'est-à-dire que si on ne vient pas dans le collectif Maths et Sciences, donc l'Académie des Sciences, elle n'est pas du tout sur cette philosophie-là, donc elle ne viendra jamais dans le collectif. Voilà, par exemple, pour répondre à l'Académie des Sciences. L'Académie des Sciences est très élitiste, voilà, et donc ça, voilà. Alors, Pierre et puis Laurence après. Juste pour rappeler qu'il y a eu pendant très longtemps un système de quotas au plus haut niveau. Quand j'étais en prépa, il y avait une dizaine de filles dans la sup où j'étais, et clairement, la majorité de ces filles, elles étaient là pour les écoles normales supérieures de jeunes filles. À l'époque, il y avait aux écoles normales supérieures 50% de femmes, 50% d'hommes. Il y a eu une table ronde beau jour à Lyon qui a très bien rappelé ça. Et quand je suis arrivé comme maître de conf à Jussieu, eh ben, il y avait un certain nombre de professeurs de calibre certain qui étaient des femmes et qui venaient de ce système. Ça a fonctionné pendant des années. C'était pas très satisfaisant. On l'a supprimé. Le résultat a été absolument spectaculaire. En un an, on est passé de 50% à 5%. Et on n'a jamais remonté à ma connaissance. Le résultat au second
ces entretiens, il y a à peu près 3/4 de filles qui viennent. C'est une licence avec une composante fortement scientifique sur laquelle on insiste. Et il y a les candidates, elles sont là parce qu'elles disent « je ne veux pas faire uniquement un seul truc, j'ai besoin d'avoir quelque chose qui me permette de respirer et de voir plusieurs disciplines ». Est-ce que dans les diplômes de mathématiques, c'est ça qu'on leur propose? C'est pas complètement clair. Et Laurence? Laurence? Oui, avant les classes préparatoires, moi je suis assez d'accord avec lui sur le fait que ce qui est très important, c'est qu'il y a un nombre significatif de filles dans les classes, dans chaque classe et surtout dans des filières peu féminisées. Donc avoir au minimum 10, même 15 filles dans une classe, moi ça me semble quelque chose qui serait susceptible d'attirer les filles si on garantit ce nombre-là. Mais ça ne règle pas tout, effectivement. Dans les classes préparatoires, il pourrait y avoir aussi plus de femmes qui enseignent. Ça aiderait, je pense aussi. Et peut-être un questionnement sur la manière d'enseigner, la manière de se comporter dans ces classes. On fait toujours comme si les membres de la communauté mathématique étaient toutes des personnes très parfaites, voilà. Mais nous, à Femmes et Maths, à l'association, on reçoit quand même des plaintes concernant le comportement extrêmement sexiste de certains professeurs, particulièrement en classe préparatoire. Et ce questionnement-là, il faudrait quand même qu'on n'imagine pas qu'on est plus parfait que dans les autres disciplines. Enfin, je pense aussi qu'il faudrait encourager la diversification des voies d'accès dans les différentes écoles et pas seulement passage par les classes préparatoires. On voit que les filles se dirigent davantage vers l'université que les classes préparatoires. Eh bien, il faut peut-être améliorer la qualité de ce qui se fait dans les premières années universitaires, proposer des choses intéressantes, un peu Pierre le soulignait, mais il y a sûrement moyen d'imaginer d'autres choses. Donc pour que les filles trouvent des voies d'accès, alors là, qui pourraient être diversifiées pour les écoles avec différents quotas d'origine, cette fois, pas forcément en sexe pour ces écoles. Et enfin, si on veut qu'il y ait plus de femmes ingénieurs et dans les métiers scientifiques, il faut qu'il y ait plus de place dans les écoles. Parce que on va pas, l'idée n'est pas de mettre plus de femmes et moins d'hommes, l'idée c'est qu'il y ait toujours des hommes et qu'il y ait plus de femmes. Donc, si on n'augmente pas le nombre de places dans les écoles, on n'arrivera jamais à atteindre cet objectif. Voilà les quelques éléments. Il y avait une question. Alors, j'ai pas vu. Oui, vas-y. Oui, alors je voudrais intervenir un petit peu la casquette du président du CIU 25. Déjà pour vous rappeler que si vous regardez les effectifs de la section 25, on a perdu 20% de nos effectifs dans les 20 dernières années. Et vous avez vu les campagnes de postes qu'on a à l'heure actuelle, on a très peu de postes, ce qui fait que pour mettre en place une politique égalitaire ou pour corriger les inégalités, c'est d'autant plus difficile. Ensuite, alors, nous, dans la section 25, on n'a pas de poste, on a des promotions. On a eu ces discussions au début du mandat, voilà, on n'a pas de quota, voilà, les choses se font comme cela. Moi, ce que j'avais ressenti en tant que président quand je dirigeais les débats, c'est que les collègues femmes dans la salle, je pense qu'Isabelle va être d'accord, étaient absolument contre, vraiment contre l'idée de la notion de quota. Donc voilà. Moi, j'ai été auditionné par la commission d'enquête qui a rendu son rapport en février. Je suis aussi à la CPCNU et je suis allé à cette commission d'enquête avec Anne Joulin, qui est physicienne, qui est présidente de la CPCNU. En fait, on est arrivé à la fin de la commission d'enquête, qui avait déjà reçu l'INSMI notamment, et ils nous ont plutôt présenté leurs conclusions et ils nous ont testé devant nous, en fait. Voilà, qu'est-ce que vous voulez des quotas? Bon, moi, là où je suis gêné d'un point de vue démocratique, c'est que je ne suis personne tout seul. Donc moi, j'ai juste présenté le débat qu'on a eu nous, et il me semblait que la notion de quota ne faisait pas consensus. Je ne dis pas que je suis pour ou je suis contre, je vous dis juste que voilà, la notion de quota ne faisait pas consensus au sein de la section 25. Donc c'est ce que j'ai expliqué à la commission d'enquête. Alors, en tout cas, il y a quelque chose qui est extrêmement difficile à faire, je pense qu'on est tous d'accord, c'est que faire des... Alors, je ne parle pas de est-ce qu'il faut le faire ou pas, mais je dis que sur les instances nationales, c'est ce que dit le rapport, l'INSMI, etc., peut éventuellement le faire. Quand on a 12 postes, on peut faire quelque chose. Quand on a un poste à chaque fois, comment on le fait? Donc c'est ce que vous retrouvez notamment dans le rapport. Je pense que c'est des choses qu'on leur a dit, on les a un petit peu influencés, et j'en suis assez content, mais si je ne sais pas ce qu'il faut faire.
poste, voilà, etc. Il n'y a pas de... fléchir dans une équipe et ainsi de suite. Pour l'instant, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à faire. Nous, on a proposé de faire un ballon lancé par le rapport. Pluriannuel, d'avoir un quota qui soit par exemple décidé par le CNU. Ça, on le retrouve dans le rapport, ça va dans le bon sens, etc. C'est quelque chose qui est extrêmement difficile. Et puis, voilà, donc, non, mais mon principal problème, c'est quelle est l'Assemblée démocratique qui décide de. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup gêné, moi, dans mon rôle, de savoir, voilà, j'avais pas de mandat, si vous voulez, j'étais pas. Donc, voilà. En tout cas, je constate quand même avec plaisir qu'on a. Alors, plaisir et déplaisir, je vais vous présenter du côté plaisir. On a beaucoup de jeunes collègues qui ont été recrutés cette année sur la campagne de poste. Le déplaisir, c'est qu'un certain nombre d'entre elles sont au CNU, elles faisaient un super boulot pour les faire. Voilà, on a fait des listes qui étaient paritaires et donc on a beaucoup de collègues qui sont au CNU. Elles se tirent parfois une balle dans le pied parce qu'il y a certains échelons, par exemple, parmi celles qui sont professeurs de première classe, il y en a 9, voilà, sur toute la section, et 3 sont au CNU. Et comme le CNU vote en début de mandat une motion qui dit on s'interdit, nous, matheux, de donner des promotions à nous, et ben elles se tirent une balle dans le pied. Je vous dis, dans d'autres sections, ils ne se gênent pas. C'est l'objet de l'AG de la CPCNU qui aura lieu mi-juin, on va discuter de cela. Peut-être pour compléter ce que tu dis, il y a quand même des endroits où il y a clairement besoin de quotas. Moi, je me souviens, le peu de temps où j'ai passé au CNU, on se retrouvait avec des situations inextricables où on avait d'un côté des femmes qui avaient besoin, par exemple, d'un CRCT parce qu'elles avaient eu des enfants et qu'elles voulaient se remettre à faire de la recherche après avoir arrêté un petit moment, qui étaient en concurrence avec des hommes qui ne s'étaient pas arrêtés et qui donc avaient bien produit et avaient des dossiers de recherche vraiment très bons et qu'on aurait eu envie ou des projets de recherche très intéressants qu'on aurait eu envie d'encourager à continuer. Comment on fait pour partager ces gens-là? C'est pas... J'ai la réponse, je peux te la donner. Vas-y. Alors, juste, le mandat précédent de la CPCNU a obtenu du ministère un quota de 200 semestres de CRCT pour retour de congé maternité, /paternité, etc. Donc, je le dis, 200, pour faire la pub ici, je le dis quand je le pour peux. Cette année, là a été sanctuarisé par le ministère 200 semestres pour retour de congé. Et ce n'est pas seulement les femmes, vous êtes un homme, et il y en a très peu, mais voilà. L'an dernier, seulement 60 francs ont été utilisés. C'est donc déjà avant. C'est rétroactif? Déjà, je voudrais dire que pour CNU 25 et 26, c'était une priorité, deux priorités, et on pouvait monter les dossiers avant. C'était ces retours de congé maternité et les collègues qui reviennent de congé de longue maladie. Congé de longue maladie, on n'en voit quasiment pas. Ça fait 6 ans que j'y siège et 2 ans que je suis président. On n'en voit pas. Il y a, je pense, une inhibition de la part des collègues qui ne le font pas. Ce n'est pas le sujet de votre table ronde. Mais faites-le et il est bien dans vos rapports. Je reviens d'un congé de longue maladie et voilà. Et si on a le droit de le faire, c'est pour vous soutenir, pour vous faire revenir à la recherche. Maintenant, pour les retours de congé maternité, paternité, adoption, c'était une priorité de notre volonté politique du mandat. Cette fois-ci, on n'a même plus besoin de le faire. Ces dossiers ne passent plus par les CNU, on n'y a plus accès. Ils sont squeezés dès le début et normalement, ils atterrissent directement au CAC de vos établissements. Malheureusement, les CAC de vos établissements, les collègues ne sont pas au courant. Vous prévenez votre VPRH, VP4. Ça, oui, le ministère vous le payera. Ça ne coûte rien aux universités. Et ça, c'est quelque chose que la mandature précédente de la CPCNU avait obtenu, cette enveloppe de 200 semestres, qui n'est même pas utilisée. Donc, il faut faire monter ce processus. Oui, c'est une information qui est mal diffusée, mais c'est très bien. J'arrête pas. Tu dis Non, pardon, 200 semestres pour les maths. Il faut qu'on arrête à quelle heure? À moins 5. Bah, c'est fini du coup là. C'est une politique nationale pour est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y avait quelqu'un? Tu peux couper peut-être parce que tu veux rebondir sur quelque chose, c'est ça? C'était juste pour répondre à la question blague, c'est rétroactif. En fait, oui, c'est rétroactif. Parce qu'il n'y a pas de date limite. Il y a marqué dans une durée raisonnable après le congé maternité. Et moi, ça vaut 4 ans après, et je l'ai obtenu, par exemple. Faites gaffe, vos CAC sont des fois stupides et idiots. Si vous n'avez pas postulé la on s'est écarté du sujet.
Oui, là, Non, mais c'était sur les quotas au départ. C'était donc dire que Oui. parfois les quotas, ça peut être vertueux quand même. on a beaucoup. Isabelle. Oui. Moi, je veux juste, comme elle a parlé de la chef, en fait, on va aussi sur les quotas. Rebondir sur ce que disait Laurent, c'est plein de choses. Donc, je suis complètement d'accord qu'aujourd'hui, en tant que prof à l'école normale supérieure de Paris, je peux vous garantir que les garçons disent aux filles, tu as eu le bonus fille. C'est vrai. C'est horrible, mais c'est vrai. Et il y a peu de filles, et c'est vraiment, mais c'est atroce. Et du coup, nous, ce qu'on a fait à l'EMS, Tu fais pas comme ça. Oui. non, c'est possible. Maintenant, c'est comme ça, ils sont Il y a un vrai backlash, mais en fait, il y a un vrai problème de violence, en fait, qui est entretenu par les classes professionnelles. Mais déjà de leur dire que c'est pas vrai en fait. Déjà de leur dire que c'est pas vrai, ils ont passé Non, mais le même concours. Ça veut dire qu'il y a une vraie violence de la part des garçons dans les classes d'avant qui est entretenue par les enseignants, forcément. Hein. Je veux dire, il y a un moment où il y a... C'est pour ça que je dis questionner nos missions, c'est aussi ça. Hein. C'est ne pas permettre et éclaircir. Ouais. Oui, je sais, je l'ai entendu aussi, mais même à la fac, je l'ai entendu. Oui, vas-y. Même si on n'est pas masculiniste, on a parfois tendance, je crois, parce que moi je l'ai vécu dans les séparations, à ne pas dire aux hommes juste de se calmer et d'arrêter de montrer leur contrat en permanence. Ça, on peut essayer de tous le faire ensemble, puisque les filles se sentent mieux, elles se sentent très bien. Bon, il faut... On va s'arrêter. Merci beaucoup. Merci à Mélanie et Louise. Merci Fabrice.